Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cœur de patrimoine, votre rendez-vous bimensuel consacré à la gestion et la valorisation de votre patrimoine. On se retrouve comme régulièrement sur Radio Patrimoine et aujourd'hui, pour le 60e numéro de Cœur de patrimoine, on va parler d'un sujet qui touche directement tous les propriétaires, la rénovation énergétique au-delà du confort et des économies d'énergie. C'est désormais un véritable levier de valorisation du patrimoine. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on s'intéressera à un autre pilier de votre patrimoine, le crédit immobilier. Après 2 années de forte tension, les taux semblent enfin se stabiliser. Est-ce le bon moment pour relancer un projet d'achat ou d'investissement ? On va en parler dans un instant. C'est parti pour ce nouveau numéro de Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on évoque donc un sujet qui est devenu central aujourd'hui pour tout propriétaire, c'est la rénovation énergétique. Alors c'est vrai qu'on parle de confort, on parle d'économie d'énergie, mais il y a aussi, à travers ce prisme de la rénovation énergétique, un vrai levier de valorisation de son patrimoine immobilier. Et pour en parler, un des meilleurs spécialistes est en plateau, Thierry Abria. Bonjour. Bonjour Monsieur Decoeur. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine. Vous êtes le directeur général d'Illico Travaux, entreprise de courtage et d'accompagnement en travaux. Justement, peut-être petite présentation, alors j'ai envie de dire pas petite réclame, mais petite présentation. Dites-nous en quelques mots un petit peu qui est Illico Travaux et voilà, comment est-ce que vous êtes... je ne sais pas si le bon terme imposé est peut-être un peu trop fort, mais comment vous existez, vous êtes leader un petit peu dans ce monde-là au fil des années. Alors c'est très simple, c'est Illico Travaux, c'est 200 agences en France qui répondent à tout besoin de clients particuliers professionnels dans leurs besoins de rénovation et d'extension, et surtout qui désirent être accompagnés de A à Z dans leurs travaux. C'est-à-dire que votre proposition, appelons ça comme ça, c'est vraiment de prendre le propriétaire par la main dès le début de son idée d'opération jusqu'à la livraison du produit ? Alors, complètement, ça va déjà du cahier des charges, en passant par la sélection des entreprises d'artisans locaux, jusqu'à la réception du chantier. Donc on est là sur toute la chaîne de valeur, et surtout... On est là, et c'est notre métier de délester la charge mentale liée aux travaux, tous les interlocuteurs, les allées-venues, la recherche d'artisans, la lecture des devis, l'obtention de devis fastidieux, l'obtention de rendez-vous avec les artisans, etc. C'est notre métier à temps plein. Et on est là pour les délester. Alors, je le disais, c'est vrai que c'est un terme, cette rénovation énergétique, qui est vraiment dans toutes les têtes et sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à un propriétaire pour essayer de lui dire pourquoi finalement qui faire de l'isolation, qui changer peut-être de système de chauffage, etc. Pourquoi est-ce que c'est pas juste, on va dire, une dépense ponctuelle, enfin importante même, mais que c'est vraiment un investissement et, comme je le disais en préambule, finalement un levier de valorisation de son patrimoine. Je ne sais pas si vous avez par exemple 2-3 exemples aussi pour être le plus parlant pour nos auditeurs. Je vais vous en donner un très concret qui date de ce matin. Comme ça, il n'y a pas plus frais que celui-ci. Et en plus, il est très parlant. Alors, oui, aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. On sait très bien qu'il faut améliorer les dépenses énergétiques. Et vous citez l'isolation et les systèmes de chauffage. C'est investir dans la valeur, la durabilité, l'attractivité et le confort de son logement et le mettre en conformité avec les réglementations environnementales, tout simplement. Donc, aujourd'hui, c'est se prémunir de dépenses peut-être beaucoup plus lourdes demain à venir si on ne s'y prend pas dès maintenant. Alors, pourquoi investir dans l'isolation, système de chauffage ou toute autre démarche qui permet d'améliorer le rendement de son bâti ? Déjà, c'est la valorisation de son bien immobilier, tout simplement. Un logement bien isolé, bien chauffé, a plus de valeur et est plus recherché sur le marché. Il y a donc une vraie valeur verte aujourd'hui qu'on arrive à, entre guillemets, à chiffrer. Oui, donc une revente plus facile, forcément. Une location simplifiée, parce que vous le savez que les logements mal classés en F ou G seront progressivement interdits à la location également. Donc, moralité, on peut avoir des écarts de prix en bien immobilier entre un DPE, F, G et D de 18% et pour des A et B jusqu'à 30%. Donc, c'est pas négligeable du tout d'investir dans ce marché-là. Donc, c'est de rentabiliser son investissement dans le temps, moins de chauffage, moins de pertes, et ça permet malgré tout
d'amortir ces travaux, parce que pendant que vous payez, par exemple, sur un financement vos travaux, en parallèle, vous réduisez votre facture, sauf qu'à un moment donné, votre financement s'arrête, et les factures, vous continuerez à arriver. Exactement. Exactement. Bon, et pourtant, effectivement, vous rappelez quelques chiffres comme ça qui sont intéressants à avoir en tête. On voit beaucoup d'hésitation chez les propriétaires, et c'est vrai que il y a de multiples raisons. Enfin, je veux dire, il y a d'abord la complexité, peut-être un petit peu des démarches. On sait qu'il y a de multiples labels, qu'il y a des tas de choses, que parfois il faut être en monogeste, en multigeste. Enfin voilà, on a l'impression que c'est un peu indigeste. Aussi, peut-être les gens ont peur des travaux, peut-être qu'ils se disent que le financement c'est compliqué. Quels sont, vous, les freins qu'on vous sert, j'ai envie de dire, le plus souvent quand vous rencontrez de futurs ou de futurs clients? Je vous confirme, monsieur Decoeur, qu'il y en a des freins. On a mené une enquête auprès d'OpinionWay en début d'année et qui relate ses principaux freins, à la rénovation. Le coût des travaux, bien évidemment, la difficulté de trouver un artisan de qualité, la crainte de malfaçon, la crainte de dépasser le budget, le stress généré par les travaux, et non des moindres, la complexité des démarches. Donc, le coût initial des travaux de rénovation énergétique, même si c'est bénéfique sur le long terme, ça peut effrayer. Parce qu'on ne palpe pas au premier abord l'intérêt premier. Le manque de visibilité sur le montage du financement, des aides financières, c'est un petit peu opaque, c'est compliqué. En tout cas, vu la fenêtre d'un particulier, c'est pas toujours simple. Auprès de qui je me renseigne, comment ça se passe concrètement. Il y a de multiples guichets quasiment. Exactement. Donc le manque d'information. Tout bêtement, l'importance du DPE. Aujourd'hui, le DPE impacte beaucoup parce qu'on définit une lettre qui vient donner un petit peu une notation du bâti existant. Mais mine de rien, le DPE déclenche pas mal de choses. À partir d'un DPE, bien souvent, on fait une évaluation énergétique. À partir de cette évaluation énergétique, ça permet d'avoir des scénarios de travaux et peut-être de commencer à en prioriser certains pour améliorer son bâti. Et ça, c'est vraiment vous qui le faites, qui guidez un petit peu chacun entre tous les dispositifs à partir du moment où vous avez fait ce fameux audit énergétique, de dire on va peut-être plutôt taper sur MaPrimeRénov', sur de l'éco-PTZ, sur que sais-je encore, c'est ça? C'est vraiment vous qui prenez le client par la main? Exactement. Notre réseau est intégralement formé à l'audit énergétique. Donc ça veut dire que déjà, on a une bonne lecture en termes de conseils et bonne connaissance du bâti. Et je vous donne un exemple, ce que je vous disais tout à l'heure à l'introduction, je vous donne un exemple très concret de notre agence de Nantes. Le projet initial du client, c'est d'effectuer un changement total d'une couverture abîmée en ardoise fibro-ciment amianté et d'en profiter pour améliorer l'isolation. D'accord. Mais au fur et à mesure des conseils et à l'éclairage des résultats de l'audit énergétique, nous lui avons conseillé et finalement, ils sont partis sur une rénovation globale avec l'ambition d'atteindre un niveau BBC, donc DPE-A, DPE-B, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc il est parti d'une passoire énergétique, ou presque, avec un toit pourri, pour, espère-t-il, avoir un... Et pourquoi? Parce que tout simplement, notre agence lui a permis non seulement de bénéficier des aides financières de MaPrimeRénov', mais aussi des aides de Nantes Métropole, ça s'appelle mon projet Rénov', dédié à la rénovation très performante. Donc on programme tout un tas de choses, désamiantage, nouvelles couvertures, changement des Velux, isolation intérieure-extérieure, pompe à chaleur, les finitions. Donc résultats convaincants qui ont permis de passer d'une maison classée D à BBC. Ah oui. Mais... Vous voyez, donc je vous expliquais que l'origine du client, si je veux juste changer mon toit, et finalement, en mettant en exergue une évaluation énergétique, on était sur un schéma beaucoup plus global qui a rendu la maison bien plus performante. On imagine, alors vous nous avez dit un mot tout à l'heure de la valeur verte. OK, il y a 18, il y a 30% sur la revente, etc. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez, j'ai envie de dire, l'argument massu qui serait de dire, en gros, en moyenne, on a un retour sur investissement qui se fait en X mois, enfin plutôt X années, parce que je pense que c'est plutôt en années qu'en mois, voilà. Est-ce qu'il y a cette espèce d'argument massu qui, ce matin, peut peut-être déclencher quelques propriétaires? Alors, c'est toujours difficile. Oui. C'est toujours difficile de vous donner un ordre de valeur. On aimerait pouvoir dire à nos clients, si vous faites ça, vous allez l'amortir en tant de temps. Il y a pas mal de choses à prendre en considération. Si je dois vous donner une réponse un peu standard, c'est en dizaines d'années.
on doit amortir les choses classiques. Il y a tellement de choses qui viennent interférer tout cela. Tout simplement, déjà, le coût de l'énergie de demain, on ne le maîtrise pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous ne concevez pas de commencer les travaux maintenant, ça veut dire que votre bien va continuer à se dégrader dans le temps, avec une note qui risque encore d'être moins bonne, au risque d'avoir des travaux encore bien plus importants à faire demain. Donc un bien à la revente qui sera vendu au rabais, en tout cas qui sera moins attractif par rapport à ce qu'on peut en espérer, etc., etc. Donc bien évidemment, l'argument m'a suivi, j'aimerais vous en trouver. Les réalités, c'est qu'il faut s'y prendre tôt, vite. Il faut pour cela avoir un bon cahier des charges, avoir une bonne évaluation énergétique et savoir prioriser les travaux à faire. Et nos agences conseillent très bien sur cet aspect-là. Alors bon, la petite anecdote que nous avez racontée est sympathique, mais on se dit aussi que le propriétaire, il se dit, bon, allez, moi j'étais bien convaincu qu'il fallait peut-être que je fasse ma toiture, etc. Et puis, comme ils sont finaux et qu'ils vont me dégager des aides, je vais me retrouver à faire peut-être mon chauffage et puis l'isolation par l'extérieur. Enfin bref, il va falloir qu'on coordonne je ne sais combien de corps de métier qui vont devoir intervenir sur mon chantier, alors que moi je voulais juste un couvreur. Et ça va être le bazar. Vous vraiment vous coordonnez là tous les corps de métier, et quand on lance un chantier via votre intermédiaire, le calendrier est tenu. Comment est-ce que vous... Parce qu'on sait que c'est un peu le bas qui blesse dans le bâtiment. C'est anxiogène. C'est un casse-tête de piloter les travaux. Et c'est notre métier à temps plein. Donc, encore une fois, nous, on enlève toute la charge mentale du client, tout le stress, tout ça. Et vous garantissez tout ça? Eh bien, on recrute des boîtes locales. On les connaît puisqu'on a une récurrence. On sait comment ils sont outillés. On sait comment ils sont staffés humainement. On sait pourquoi ils sont faits. Donc, notre métier à nous, c'est de recruter les boîtes et des boîtes adaptées à chaque situation. Donc, par exemple, on ne travaille pas avec le même carreleur pour tous les travaux. On recrute différentes boîtes taillées de différentes manières, adaptées à différentes situations. Exactement. La physionomie du chantier. Ensuite, nos boîtes, on ne travaille pas juste comme ça. Il y a quand même des critères de sélectivité et nous cotons toutes les boîtes du bâtiment chez Illico. Donc, on met à jour systématiquement dès l'instant où on reçoit une alerte, qu'elle soit positive ou plus négative. Ça permet d'avoir un niveau d'attractivité très important de nos agences. Troisième élément, c'est que justement, on est là pour travailler main dans la main avec les boîtes du bâtiment. On a un rôle qui est consistant vis-à-vis du maître d'ouvrage, donc la personne qui désire faire les travaux, mais ça l'est aussi pour les entreprises du bâtiment qui voient en nous une communication plus fluide, oui, une meilleure planification. C'est gagnant-gagnant, quoi. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde, bien évidemment. On atteste notre taux de satisfaction qui est très élevé dans le domaine du bâtiment, parce que justement, on est les experts de la sélection locale, on est les experts de l'accompagnement de travaux dans les différents secteurs de nos agences. Voilà. Donc on est les experts de la sélection d'entreprises locales et on travaille avec des entreprises locales. Autre frein, j'ai envie de dire, que j'avais en tête, et j'aimerais bien avoir votre regard là-dessus, c'est cette réglementation qui, en fait, nous amène aussi à la nécessité de cette rénovation. Vous avez rappelé les différentes lettres, etc., etc. Pour autant, on voit que cette réglementation, parfois, elle apparaît, elle se durcit, et puis, ou alors elle s'allège, ou alors elle change. Enfin bon, on ne va pas faire le panégyrique de toute cette réglementation énergétique au cours des 5-6 dernières années, mais ça a quand même pas mal fluctué. Pas facile à comprendre en tant que particulier, et vous, j'imagine aussi qu'il faut que vous soyez tout le temps à la page, d'être exactement au courant de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut plus faire, vers qui il faut finalement s'orienter. Ça vous oblige à une veille permanente. Moi, je comprends le client final, le consommateur. Il y a de quoi se tirer les cheveux et à perdre son latin. Entre la bonne intention du départ et les changements systématiques tous les 3 mois, qui a le droit, on baisse le niveau des plafonds, voilà. Donc, bien évidemment, on a cette chance-là d'avoir un service technique à la pointe qui suit tout ça de très près. Nous formons l'intégralité de nos agences. Nous avons des formations continues. Nous animons des webinars chaque mois, nous mettons à la page tout le monde. Donc, ça permet d'être toujours au cœur de l'actualité, de pouvoir donner toujours les bons conseils adaptés à chaque situation, à tout moment. Ça, Monsieur Decoeur, c'est tellement important
que nos agences maîtrisent cela, parce que la rénovation énergétique, c'est un pan de la rénovation, parce que c'est beaucoup plus vaste et plus large que ça. Mais si on ne sait pas nous conseiller, orienter, et savoir de quoi on parle et qui a droit à quoi, on fait défaut de notre métier. Donc c'est la base de notre métier. Bon, allez, je vais vous faire, après vous avoir un peu torturé là, pendant cette petite quinzaine de minutes, je vais vous faire travailler un petit peu, nous sortir trois conseils à un propriétaire qui nous a entendu ce matin et qui se dit je suis pas encore complètement prêt ou il me faudrait un petit peu Alors voilà, qu'est-ce que vous diriez, les 3 points clés à avoir en tête pour se dire allez, on y va? Alors, on a une phrase magique pour ça. C'est vous dire à un propriétaire qu'une rénovation énergétique, ce n'est pas empiler des travaux, c'est construire une stratégie. Comprendre, planifier et bien s'entourer. C'est ça la clé pour allier confort, économie, qualité. Donc, première chose à faire, réaliser un audit énergétique. État des lieux. Déjà, pour voir où on en est. Où on en est, et différents scénarios de travaux derrière qui en découlent, et savoir qu'est-ce qu'on priorise dans le temps ou pas. Deuxième chose, donc c'était ça, la première audit. Deuxième chose, c'était identifier les travaux prioritaires. La troisième chose, je l'ai compris, c'est se faire bien accompagner. Dans cette jungle des aides administratives. Oui, on a entendu des arnaques, on entend plein de choses. Donc tout cela est important. Donc audit énergétique, travaux prioritaires et se faire accompagner. Aujourd'hui, faire des travaux soi-même dès l'instant où on sollicite, on suscite plusieurs corps d'État, c'est beaucoup de courage. Merci beaucoup Thierry. Je vous en prie, monsieur Decoeur, avec Thierry plaisir. Abria, donc illico Travaux ce matin dans Cœur de Patrimoine pour faire le point un petit peu sur ces questions de rénovation énergétique qui sont du domaine patrimonial quand on s'intéresse à votre bâti. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et on poursuit donc notre voyage au cœur de votre patrimoine en s'intéressant donc à ce sujet qui est au cœur de vos préoccupations, le crédit immobilier. Il y a eu de fortes tensions pendant plusieurs années et sans doute une certaine stabilisation. On va en parler avec Ludovic Usieux. Bonjour Ludovic. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour Artémis Courtage. Qu'est-ce qu'on peut dire des taux, je le disais, a priori stabilisés, plus ces hausses qu'on a connues, c'est quoi? C'est une vraie stabilisation et un plateau ou il peut y avoir encore du mouvement? Alors c'est difficile d'augurer les prochaines semaines et les prochains mois. Hein. Le contexte politique étant celui qu'il est actuellement, je me garderais bien de faire des grandes incantations sur le sujet. Mais en tout cas, depuis le mois de mars, et on est maintenant au mois d'octobre, c'est vrai qu'on navigue dans des eaux calmes, c'est stable. On va dire qu'il y a quelques ajustements à la hausse, à la baisse, mais c'est de l'ordre de 10 points de base par-ci, 10 points de base par-là. On a retrouvé de la sérénité, du calme et de la normalité sur les taux de crédit immobilier. Ça a beaucoup monté au moment de la crise du crédit et puis c'est redescendu de quasiment 100 points de base en 1 an et demi. Et puis là, depuis le mois de mars, on est aux alentours de 3,20, 3,30 taux moyens sur toute durée confondue, ce qui permet de donner un petit peu de longue vue et d'anticipation sur le marché de la transaction et ça fait du bien. Pour autant, vos clients, nos auditeurs, ils sont toujours taquins, ils veulent toujours les taux les plus bas possibles. Et certains se disent peut-être un petit mouvement de baisse en fin d'année, ça pourrait nous profiter. Ils ont raison de se dire on va attendre un peu ou il faut doucher leur espoir dès aujourd'hui? On l'a longtemps espéré et on l'avait même prévu. En réalité, on s'était dit, et j'en faisais partie, donc je ne fuis pas mes responsabilités, que les taux enfoncerait le plancher des 3% en moyenne. Ce ne sera probablement pas le cas. Et comme les marchés obligataires ont remonté un petit peu ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a quand même peu de chances qu'on continue à baisser. Le scénario privilégié, c'est que ça soit relativement stable, quelques ajustements. On constate, nous, à la rentrée de septembre, que les banques ont été soit stables, soit légèrement en hausse. Ça a été le cas aussi au mois d'octobre. Mais de l'ordre de 10 points de base. C'est pas les grandes manœuvres sur les taux. Ce qui m'inquiète en réalité, autant ce nouveau gouvernement Lecornu, enfin la démission du 1 et la nomination du 2 n'a pas vraiment ébranlé les marchés et les marchés sont relativement résilients. Ce qu'on attend vraiment, c'est de savoir ce qu'adviendra la réforme des retraites et signal que ça va envoyer au marché quant à l'endettement de la France et sa capacité à rembourser toujours et encore plus de dettes. Évidemment, là, on parle de façon générale, oui. Et on sait que le marché il est quand même hyper segmenté. Ce sont toujours les bons dossiers qui ont le plus de chances de
trouver leur chemin sympathique, on va dire, dans le dédale bancaire ? Vous avez raison, et on s'aperçoit même dans ces périodes où c'est un peu tendu sur les taux, dans des périodes comme ça où on se demande si ça va augmenter ou pas par rapport au marché obligataire qui s'apprécie, on s'aperçoit qu'il y a des vraies différenciations sur la qualité des dossiers et que les banques sont prêtes à faire des efforts sur les très bons dossiers quand les dossiers d'entrée de gamme, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, mais c'est-à-dire les dossiers de primo-accédants avec peu d'épargne, peu de revenus parce que début de carrière et un taux d'endettement parfois un peu haut, les taux à l'entrée comme ça, on est plutôt sur 3,6, 3,7, 3,8. Et puis, vous pouvez encore et toujours, pour combien de temps je ne le sais pas, mais sur 20 ans pour les très bons dossiers, emprunter quelques points en dessous de 3% taux fixe. Donc, on voit qu'il y a des écarts qui se creusent selon la qualité du dossier constitué. Ça, c'est pour les taux. Oui. Il y a les prix aussi, parce que c'est l'autre mamelle, j'ai envie de dire, du dossier de financement immobilier. On observe quelques hausses dans quelques grandes villes, notamment, etc. Paris, Lyon, etc. Est-ce que c'est de nature, finalement, à redonner confiance aussi, ça, à ce marché, à ces acheteurs, par exemple ? Y a le côté opportunité un peu moins, mais le côté sécurisation de l'investissement un peu plus, en réalité. On sait mieux où on met les pieds, quoi. Exactement. Alors, c'est l'année passée, l'année 2025, qui n'est pas terminée, on est au mois d'octobre, mais en réalité, les avant-contrats, les promesses signées et les crédits qui sont déjà engagés, on sait à peu près où on va atterrir à la fin de l'année. Ce sera une bonne année, une année de redynamisation, de normalisation du crédit immobilier. Après 2 années de crise, 2025 sera solide. Et au niveau des transactions, c'est la même chose. Les transactions dans l'ancien, on va atterrir probablement 925-930 000 transacts. C'est quand même un chiffre solide. C'est le retour un peu à la normale après des années d'euphorie à la hausse. On est plus rationnel, finalement. On est plus rationnel, avec des constitutions de dossiers plus rationnelles, des taux d'endettement plus rationnels et des niveaux d'apport qui baissent un peu, et c'est une bonne nouvelle aussi. En réalité, le marché, oui, redevient à peu près normal. C'est une bonne chose. Après des années à la hausse et à la baisse sur les taux de crédit, c'est plutôt bien de naviguer dans ces eaux calmes. Pour autant, alors c'est vrai que ça se normalise, mais on peut pas dire qu'on revient effectivement dans des eaux très très favorables. Comment est-ce que les ménages peuvent s'adapter encore, entre guillemets, pour finalement récupérer un peu de pouvoir d'achat immobilier, pour continuer à s'en sortir dans le contexte qu'on vient de décrire ? La récupération du pouvoir d'achat, c'était tout au long de l'année 2025, parce que les prix en moyenne ont un peu baissé, même si sur ces dernières semaines, mois, on s'aperçoit dans les grandes métropoles, il y a une petite hausse de prix qui repointe le bout de son nez. Et puis, les taux de crédit avaient globalement baissé aussi pendant l'année, même si c'est relativement stable depuis 6 mois. Donc, le gain de pouvoir d'achat a eu lieu à ce moment-là. Il a déjà eu lieu. Enfin, il a déjà eu lieu, entre guillemets, parce que probablement qu'on est dans une phase de stabilisation ou légère hausse au niveau des taux de crédit. Et pour les prix, même s'il faut bien s'apercevoir que la réalité des marchés, c'est local. En réalité, vous pouvez être dans un marché où ça fait plus 2, plus 3 comme à Paris, et puis d'autres régions moins tendues où ça continue de baisser. Donc ça, il faut regarder ça au cas par cas. Mais en tout cas, au niveau des taux de crédit, je ne pense pas que le mouvement de baisse s'amplifiera et qu'on descendra, comme c'était attendu, en dessous des 3%. Mais je ne pense pas non plus qu'on soit devant quelque chose de très nerveux ou une hausse très vertigineuse dans les prochains mois. Bon, du coup, je vais vous poser la question hyper bateau et que tout le monde doit vous poser en permanence. C'est le moment d'acheter ou il faut encore attendre un peu ? En réalité, d'abord, il y a plusieurs types de projets. Si vous vous logez pour votre résidence principale et que vous avez fait une visite coup de cœur, que c'est un achat raisonné pour loger votre famille dans un but de résidence principale, pourquoi attendre si vous avez le bon projet aujourd'hui ? Oui. Très sincèrement, je pense qu'il faut pas remettre des projets qui étaient déjà sur la table. Le bon projet bien mûr, financé, etc. Vaut mieux le faire maintenant que de se dire qu'on va. Allons-y tout droit. Effectivement, les prix s'apprécient très peu et sont encore en baisse. Les prix de l'immobilier dans certaines régions. Quant aux taux, ils sont plutôt stables, légèrement haussiers. Vous pouvez même peut-être emprunter à meilleur compte aujourd'hui que dans 3 mois. Donc non, pas de report de projet, surtout si c'est de la résidence principale, si c'est de l'investisseur. Le marché tangue déjà beaucoup et je ne serais pas surpris que ce soit encore un marché très attentiste d'ici la fin de l'année. Justement, il y en a quand même quelques-uns qui nous disent, tiens,
on a peut-être quelques frémissements. Vous, c'est pas le cas. Vous me dites c'est bloqué, c'est bouché. Alors, sur l'investissement, j'entends. Je vois qu'il y a un peu plus d'intérêt au niveau des prises de contact sur la nature des projets. Pourquoi ? Parce que les prix ont un peu baissé, que les taux de crédit sont en baisse aussi. Donc, on peut imaginer retrouver un peu de rendement dans les investissements locatifs. Mais la réalité de l'année 2025 dans mon réseau, c'est que en volume, en pourcentage, c'est la pire année depuis la création d'Artémis Courtage. Oui. La pire année en pourcentage. On va financer aux alentours de 9% en volume de crédits qui iront financer de l'investissement locatif. Dans les années normales, jusqu'à 2019-2020, j'avais entre 18 et 20% de ma production qui finançait de l'investissement locatif au moment où il y avait encore des lois de défiscalisation immobilière. Et où les taux étaient un peu plus sympas et les prix moins élevés. Aujourd'hui, on sera en dessous de 10%, donc c'est vraiment une année compliquée, alors même que le marché du crédit est en rebond et quasiment à 50% ou à 60% dans mon réseau, selon les régions. Bon, un petit mot aussi de fiscalité et puis de réglementation, etc., parce que on en parlait juste avant avec les spécialistes d'Illico Travaux. C'est vrai qu'il y a toutes les contraintes énergétiques et l'importance donc peut-être de la rénovation. Est-ce que tout ça, c'est aussi un facteur qui décourage un peu peut-être ceux qui sont les moins acharnés de l'immobilier ? Moi, je pense que c'est un obstacle parmi d'autres obstacles. On en parlait tout à l'heure, l'alourdissement de la fiscalité. Je parle là des taxes, des charges, etc. La hauteur des taux de crédit qui, même si les taux ont baissé depuis 1 an et demi, avaient été quasiment multipliés par 4 en 2 ans. Tout ça fait qu'on s'est un peu éloigné effectivement de l'opportunité d'un investissement locatif. Donc un obstacle supplémentaire avec ces travaux de rénovation énergétique. Certains diront que c'est une opportunité, qu'on peut acheter beaucoup moins cher des lettres qui sont déclassées et qui seront impossibles à louer soit maintenant, soit dans quelques années. La réalité, c'est qu'il faut, pour obtenir un crédit sur ce type de biens, quand on les envisage dans un investissement locatif, il faut quand même s'armer de patience. Oui. Et puis faire des déclarations de bonnes intentions. On s'engage par écrit à exécuter des travaux pour que le crédit soit tiré avec une grosse ligne de travaux. Et si vous ne les faites pas, vous ne pourrez pas louer. Si vous ne pouvez pas louer, vous vous retrouvez avec un crédit sans revenu foncier. Sans revenu. Allez, pour conclure, les 2-3 petits tips que vous donneriez à quelqu'un qui a envie de se lancer là pour les 6 à 12 mois qui viennent. Alors, il faut absolument regarder. J'ai animé une conférence de presse il n'y a pas très longtemps, et au milieu de tous les exemples et de tous les dossiers qu'on avait préparés, il faut absolument regarder en ce moment, parce que c'est encore l'apanage de quasiment toutes les banques. Si vous êtes éligible ou pas au prêt bonifié, il y en a à peu près pour tout type de population et à peu près dans toutes les banques. Ça va de 50 000 euros à 0,99 jusqu'à 25-30 000 euros selon les banques. C'est limité évidemment en montant, en plafond. Bien sûr. Donc il faut penser taux bonifié. Mais il faut y penser, évidemment, ça fait baisser la facture, comme les prêts Action Logement, comme les prêts qui sont distribués par certaines collectivités ou certaines entreprises. On n'y pensait plus trop parce que tout le monde empruntait à 1% et que c'était de l'argent un peu magique. C'était pas tout à fait normal, mais en tout cas, on n'avait plus vraiment d'intérêt à regarder ce qui se passait chez l'employeur, chez Prêt Action Logement ou même le prêt à taux zéro. Aujourd'hui, il faut vraiment regarder à quoi on peut prétendre selon son statut. Évidemment que ces prêts sont plutôt destinés à financer de la primo-accession, mais on peut en avoir aussi sur les logements verts ou sur le neuf. Les banques pensent beaucoup à cela en ce moment. À financer des logements vertueux et à essayer de donner un coup de main au marché de la construction et de la promotion qui est bien atone en ce moment. Bon, et si je vous demande de prendre un pari sur 2026, je sais qu'en ce moment, vous l'avez rappelé, les circonstances sont ce qu'elles sont et que c'est pas évidemment très facile de tirer des plans sur la comète, mais 2026, vous le présumez comment ? Parce que j'imagine que quand on dirige Artémis, il faut quand même avoir un scénario. On est au mois d'octobre, on est en train de fabriquer nos budgets, donc oui, on regarde tout ça avec beaucoup d'attention. Écoutez, non, mais l'année 2025 a été une bonne année. Je suis pas pessimiste du tout. On a bâti nos budgets avec une augmentation du nombre de transactions et une augmentation des volumes de crédit au global, général, au national. Et je pense qu'on est
dans un contexte plutôt favorable pour emprunter aujourd'hui. D'abord parce que l'ensemble des banques, au moment où on se parle, sont prêteuses et que c'est par là qu'on commence à faire une bonne année au niveau des crédits immobiliers. Merci beaucoup Ludovic. Ludovic Merci, Lusieux, donc Artémis Courtage. Voilà qui clôt ce numéro 60 de Cœur de Patrimoine. On retiendra que la rénovation énergétique n'est pas qu'une contrainte réglementaire. Et puis, côté immobilier, crédit. Donc, un message plutôt rassurant. Merci à nos deux invités. Et on se retrouve bien évidemment pour un nouveau numéro très bientôt sur Radio Patrimoine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.